Retour sur le plateau de Politique en partenariat avec Slate, avec Jean-Marie Colombani et nos invités, donc Bruno Roger-Petit, éditorialiste à Challenge et auteur Le pire d'entre eux chez Stock sur François Fillon, Carole Barjon, chef du service politique de l'Obs, et Gaël Brustier, politologue, qui a signé un papier cette semaine très intéressant sur Le Pen et le gramscisme. Et sur Slate, j'ai dit quoi ? Bah oui, j'ai pas dit. Bah voilà, je le dis. Sur Slate, bien évidemment. On finit juste, il y a une petite phrase qui m'intrigue, Bruno, dans votre bouquin. Vous faites parler Henri Guénaud. Non, je ne vais pas parler, c'est lui qui parle tout seul. Oui, c'est lui qui parle tout seul, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Vous mettez une pièce et vous avez 10 chansons, comme dirait l'autre. Alors, il dit « Une partie de l'électorat de Fillon, c'est le même qui avait peur de tout perdre en 1940 et est allé à Vichy pour cela. » Donc Pétain, Laval, tout ça, ça fout les jetons, non ? Non, c'est pas la même chose. C'est une distinction que je fais dans le livre. J'ai rien compris, ça. Non, vous avez... Non, mais vous avez raison de faire cette citation. C'est relié à un autre épisode. C'est qu'en 2003, à l'Assemblée nationale, dans un débat sur le temps de travail, où François Fillon, premier ministre du Travail de l'époque, était secoué par l'opposition, à un moment très énervé, leur a dit « De toute façon, vous, la gauche, vous êtes le Front populaire, donc les coupables de la déroute de 1940. » Et ça, c'est très intéressant parce que chez beaucoup de gens de droite, cette vision-là de 1936, qui explique la défaite de 1940, et qui, d'une certaine façon, à leurs yeux, justifie la punition. C'est-à-dire, vous avez fauté, vous avez voté Blum, vous avez voté Thorez, à cause de vous, on a perdu une guerre en 1940, vous êtes coupable et vous êtes puni. Cette vision punitive de l'histoire, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les hommes de droite de ce tempérament-là. C'est du copier-coller aujourd'hui. Voilà. On remplace défaite par regardez, déclin. Voilà. On dit, mais la cause du déclin, c'est les 35 heures. La campagne, exactement, les 35 heures, ce sont les nouveaux congés payés de 36. Et regardez la campagne primaire qu'a menée François Fillon. C'est la punition promise. Vous avez voté Hollande, vous serez puni. C'est en permanence ce discours-là. Peut-être un mot sur donc, cette droite qu'on a décrite, dans le fond, que vous décrivez, qui fait un peu peur. Cette droite catholique identitaire, elle a une proximité, Gaël, Carole, avec le Front National. Est-ce qu'il y en a une est-ce que c'est une droite qui basculera jamais vers le FN, ou qui, si Fillon n'est pas au second tour, ira voter Le Pen ? On ne peut pas la catégoriser d'un point de vue partisan, parce que cette droite catholique conservatrice, c'est un monde en soi. Et ils font pression à la fois sur LR-UMP et sur le Front National. C'est-à-dire qu'au sein du Front National aujourd'hui, vous n'avez plus les dingues qui étaient ceux de la fraternité Saint-Pédis, les plus extrémistes. Vous avez un remplacement de cadres qui sont des cadres catholiques conservateurs, mais qui sont des cadres catholiques qui appartiennent à l'Église de Rome et qui ne sont même pas traditionnalistes. Donc vous avez une pression de ce monde conservateur au sens large, qui sont très puissants depuis la Manif pour tous, et qui appartiennent effectivement à ces gens qui considèrent qu'il ne faut pas bousculer, il y a les points non négociables, il ne faut pas bousculer la famille, il ne faut pas bousculer l'école libre, il faut donner le plus de liberté aux parents et surtout refuser tout ce qui peut être réforme du type mariage homosexuel, PMA, GPA, etc. Donc ils ont quelques points comme ça, et c'est un monde catholique qui représente 40% du monde catholique environ, et en face, vous avez toujours un monde catholique plus ouvert qui interprète les écrits de manière ouverte et qui, eux, sont désorganisés. C'est ce qui explique leur force. Oui, mais à la question si Fillon, Carole, Fillon n'est pas au second tour, tout ce report l'électorat va forcément chez Le Pen. Alors, pas forcément. Pas forcément. Il y a eu des études de l'IFOP, et notamment par Jérôme Fourquet, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, et qui montrait bien que pendant longtemps, le fait d'être catholique était plutôt un empêchement à voter Front National, mais que depuis quelques années, effectivement, ce plafond de verre, cette limite est en train de sauter progressivement. Pour l'instant, on est peut-être à mi-chemin, donc il y aura probablement un certain nombre de gens. Que nous dit Jean-Marie depuis les plus engagés, et comme toujours ceux qui constituent l'avant-garde, qui pourront basculer, c'est très possible. Souvenez-vous que dans le mouvement La Manif pour tous, à l'origine, il y avait non seulement Ludovine de la Rochère, le mouvement Sens commun qui a rallié les Républicains, qui est
qui est quand même un mouvement au sein des Républicains. Qui a organisé la manif dimanche. Mais qui a organisé la manif, enfin je veux dire, qui a rallié les Républicains il y a déjà 2 ans. Bon. Et puis vous aviez des gens à ce moment-là, comme comment elle s'appelait, Béatrice Bourges, qui elle était effectivement assez clairement côté extrême droite. Alors, on va commenter avec Jean-Marie les deux sondages qu'on a eus aujourd'hui, mais une question quand même sur chose promise, chose due, sur ce que vous dites, Gaël, dans votre papier dans Slate. Vous êtes un grand spécialiste d'Antonio Gramsci, donc qui a théorisé que l'on gagne d'abord, je schématise, qu'on gagne d'abord la bataille culturelle avant de gagner la bataille électorale. Là, on a vu effectivement qu'un tiers des Français dans une étude adhéraient aux idées du Front National. Donc, est-ce que vous pensez qu'elle a gagné cette bataille idéologique ? Et si elle l'a gagnée, est-ce qu'elle va forcément remporter, malgré le problème de second tour qu'on a en France, et ce fameux plafond des 50%, est-ce qu'elle peut le traverser, même si elle a gagné cette bataille idéologique ? D'abord, est-ce qu'elle a gagné la bataille idéologique ? Elle vit sur une rente, en vérité. Le Front National, aujourd'hui, vit sur une rente, c'est-à-dire que la préférence nationale, c'est 85, le fait de cibler les immigrés, c'est 78, c'est à cette époque-là que le Front National décide de cesser d'être simplement anticommuniste pour devenir anti-immigré. C'est ce qui lui procure son carburant électoral. Et puis tout ce qui est fait par Marine Le Pen a été inventé par Bruno Maigret, en fait. C'est le Front National de Bruno Maigret qui réapparaît sans l'idée d'alliance avec la droite. C'est ce qui, en fait, la freine pour franchir les 50%. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle ait commencé à dépecer les appareils de droite et qu'elle se soit saisie de la crise existentielle de la droite. Or, elle ne l'a pas fait. C'est ce qui fait que certains cadres ont disparu du Front National, estimant qu'elle avait raté une opportunité historique. Et donc, voilà, est-ce qu'elle a gagné ? Je pense qu'elle vit sur une rente. Et la question... Maintenant, elle a l'idéologie Philippot. La gauche, elle ne mène pas la bataille culturelle, ce qui est la raison, en fait, de sa grande détresse aujourd'hui. Et c'est la raison aussi du fait que le Front National continue de bénéficier d'un débat public. Est-ce qu'elle ne l'a pas gagné sur l'aile Philippot, justement, sur tous ces délaissés, on va dire, du... Philippot n'a rien inventé, Les notes quand même sur le côté mélanchoniste, étatiste, etc. Un Front National d'extrême gauche. Le vocabulaire de la République, c'est le Club de l'Horloge qui récupère le vocabulaire de la République pour avancer des idées identitaires. Quant aux questions des services publics et du retour de l'État, malgré les connotations libérales alors du projet, c'est Bruno Maigret. Donc Philippot n'invente véritablement que peu de choses. Il a une astuce qui est d'interpréter les sondages et de savoir sur les sujets sur lesquels il faut aller. C'est vrai que le mondialisme, c'était une expression de Maigret. Non, c'est vrai. Non, mais on a oublié Maigret. Yvan Blot. Yvan Blot et Jean-Yves Le Gallou qui étaient à l'inspection générale de l'administration avec Philippot. Philippot est plutôt un enfant de Le Gallou et du maigretisme. Ça ne dit rien aux téléspectateurs, nous, vieux journalistes. Maigret était Bruno Maigret qui a fondé le poupouche contre... qui a fondé le véritable Front National tel qu'on l'a connu jusqu'à sa scission. Jean-Marie, 2 sondages. Vous êtes un peu docteur à ce sondage, Jean-Marie ? Non, mais pour rebondir sur ce que dit Gaël, je pense qu'on est quand même dans une ambiance politique, intellectuelle, médiatique qui donne l'avantage aux idées que le Front National a mis en avant depuis en effet une bonne vingtaine d'années. Quand l'intellectuel emblématique de la France aujourd'hui, c'est Éric Zemmour, tout est dit. Nous avons un problème. C'est que nous avons un vrai problème. Et de fait, en face, personne ne lève l'étendard, j'allais dire, de la révolte intellectuelle pour éviter ce genre de dérive. Si bien que si on veut continuer de se reconnaître dans les valeurs européennes qui fondent notre civilisation, il faut aller en Allemagne pour les voir défendus par un gouvernement de droite, et pas dans les états-majors de la gauche, ou si peu dans les états-majors de la gauche d'aujourd'hui. C'est ça le problème. Et donc, on voit bien que la façon dont s'organise le débat, il s'organise sur des thèmes, avec des surenchères, avec des escalades, qui sont, au fond, qui étaient en gestation dans les laboratoires d'idées de l'extrême droite des années 80. Et c'est ce que démontre Gaël très très bien. Et c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. Je reviendrai tout à l'heure, si on a le temps, sur la filiation. On parle de Macron. Ça me paraît être un débat décisif. Juste une chose. Moi, je souscris à tout ce que dit Gaël. Cela étant, il ne faut pas se tromper. Il y a aussi aujourd'hui 2 fronts nationaux. Il y a le Front National de Philippot, post-gaulo chevènementisme. Exactement. Et puis, il y a le Front National identitaire et catholique,
de Marion Maréchal Le Pen. Et quand, à juste titre, Jean-Marie cite le grand intellectuel français emblématique de la droite d'aujourd'hui qui est Éric Zemmour, Éric Zemmour n'est pas du tout sur la ligne Marine Le Pen, Marion Maréchal et Philippot. Il parle à la droite qui vote aujourd'hui Fillon. Et une des qualités de François Fillon, c'est ce que je démontre dans le livre, c'est d'avoir su parler à la droite culturelle Zemmour et de les avoir captés. C'est pas tout à fait la même chose comme combat culturel qu'avec le Front National. Carole, vous voulez ajouter quelque chose? Non, parce que ça... C'est quoi? Allez-y, Carole. Allez-y. La parole est libre, Carole. Il me semble quand même que si Marine Le Pen prospère depuis maintenant 25 ans, ou en tout cas son parti, pardon, c'est aussi parce que la gauche a abandonné un certain nombre de terrains. Il faut quand même jamais oublier de dire ça. Si Ségolène Royal a connu un certain succès, même si elle était l'objet des railleries de ses amis socialistes, c'est aussi parce qu'elle a dit qu'après tout, le drapeau français, c'était pas forcément ridicule, et qu'elle a rappelé un certain nombre de valeurs patriotiques que la gauche avait laissé tomber. Et au fond, tout à fait à tort. Après, il y a un autre sujet sur lequel prospère le Front National depuis 25 ans, c'est l'immigration. Ça, c'est tout à fait autre chose. Il faut peut-être prendre en compte les préoccupations des Français de ce côté-là. Mais il ne faut jamais oublier que pour beaucoup d'électeurs du Front National, il y a des préoccupations, on va dire, ethniques, pour ne pas dire racistes. Voilà. On dit un mot, on va en profiter pour dire un mot de Macron avec deux sondages, donc deux différents. Il y en a un de Harris Interactive où Macron passe pour la première fois en tête avec 26%. Donc Marine Le Pen est à 25%, François Fillon à 20%, donc il remonte un petit peu. Hamon 13% et Mélenchon 12%. L'autre, c'est celui qui est paru ce soir dans Le Monde. C'est une étude du Cevipof, donc sur plus de 10 000 personnes. Hein. Alors Marine Le Pen est toujours en tête à 27. Macron, là, il s'écroule un petit peu à 23. Fillon est à 19,5, Hamon 13,5 et Mélenchon 12. Alors Fillon remonte au détriment de Macron, Jean-Marie ? Je ne sais pas, c'est très difficile d'apprécier ces sondages les uns après les autres, parce que le plus fiable, c'est le Cevipof. Parce que c'est 14 000 ou 15 000 personnes qui sont sondées régulièrement sur les mêmes thèmes depuis de longs mois. Donc on voit bien le film. Et dans le film que l'on voit, en effet, il y a quand même un écart qui s'est creusé. N'oubliez pas quand même que François Fillon, au lendemain de la primaire, démarre à 30. Donc regardez, il est en dessous de 20 maintenant. Donc la pente ne lui est pas favorable, c'est clair. Alors toute la question est de savoir ensuite si Emmanuel Macron va pouvoir capitaliser sur un vote utile, notamment en direction de la gauche. Et là, c'est tout l'enjeu des recrues ou des soutiens qu'il enregistre. Parce que moi, ce qui m'a frappé quand même, si je reste sur le Cevipof, c'est quand même un sondage qui a montré un net ralentissement, pour ne pas dire plus, d'Emmanuel Macron, qui est stoppé. Emmanuel Macron est relancé par le soutien de François Bayrou. Et donc, dans la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est peut-être plus important que ce qu'il peut dire lui-même ou apporter lui-même. Alors on va écouter un revenant qui soutient Emmanuel Macron. C'est l'ancien maire de Paris, donc Bertrand Delanoë. Et écoutez ce qu'il dit. Je pense que le candidat qui se rapproche le plus de mes convictions de socialiste, réformiste, européen, réaliste, c'est Emmanuel Macron. L'avantage du programme d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est sérieux et crédible sur le plan économique et donc il rend possible des progrès sociaux, et il y en a plusieurs, que ce soit sur la protection des chômeurs, sur la lutte contre le chômage, sur les minima sociaux, sur la protection des plus faibles. Il y a beaucoup de mesures qui sont peut-être pas aussi à gauche que je le voudrais dans le programme d'Emmanuel Macron, sauf que lui, il a les moyens, il se donne les moyens de les réaliser. Voilà le tampon Delanoë. Il n'a rien perdu de son talent. Ah oui, vous aimez beaucoup Delanoë. C'est QFD. Et là, un nouveau peut-être gros poisson, Jean-Yves Le Drian, qui pourrait rejoindre donc Emmanuel Macron. Est-ce que, Bruno, est-ce qu'il a intérêt, Emmanuel Macron, à jouer la SPA pour les socialistes ? Chez Emmanuel Macron, quand on voit les agitations, pas toujours visibles, d'un certain nombre de socialistes, on dit
c'est très intéressant, les boat people du PS. Alors c'est assez sévère. Oui. Effectivement, il y a quantité de députés qui sont très inquiets pour leur réélection et qui, effectivement, se disent il va falloir trouver un moyen de finir avec l'étiquette s'il l'emporte, bien sûr, En Marche, Macron, majorité présidentielle ou législative. Ça, c'est un fait. Bon. Par ailleurs, ce que signifie quand même le ralliement de Bertrand Delanoë, c'est la première conséquence de ce que disent un certain nombre de socialistes par rapport à la campagne de Benoît Hamon. Que le programme est atterrant, que le candidat n'est pas bon et que la campagne est très mauvaise. Et que tout ça cumulé fait que, parti le 29 janvier, parce que lui aussi, il a eu un petit effet embelli primaire. Dans les sondages, il était à 18%, à la surprise générale. Moi-même, j'étais sidéré de voir que Benoît Hamon débutait à 18% dans les sondages. Et puis, comme il n'a rien fait de visible, ou que ce qu'il a fait qui était visible, c'est-à-dire perdre son temps à remettre en selle, parce que c'est ça en fait la vérité, Cécile Duflot dans une circonscription à Paris, où les socialistes étaient contents en disant on ne l'a plus, on est tranquille, paf, la revoilà par le biais d'un accord d'appareil, mais alors à l'ancienne de chez à l'ancienne. Ou pire, à chaque fois qu'il est visible. Oui, voilà, donc c'est ça qu'on a vu. Donc il ne faut pas s'étonner du résultat. Aujourd'hui, de voir que le Parti socialiste est replié sur une aile gauche de gauche, qui en vient quand Bertrand Delanoë, qui a gagné la mairie de Paris, qui est un des grands inventeurs de la parité dans les instances dirigeantes du Conseil de Paris, qui a organisé sa succession pour que ce soit une femme, enfin, et quantité d'autres symboles qu'il a envoyés à la gauche pendant... Oui, les couloirs de bus, merci. Oui, mais bon, qui a réussi à Paris, réussi à Paris... Bon, et vous avez aujourd'hui des jeunes gens proches de Benoît Hamon qui ont pour seul titre de gloire d'avoir conquis le MJS, comme les petits barons noirs qu'ils sont depuis des années, qui viennent injurier Bertrand Delanoë. Non mais, donc vous voyez bien qu'au Parti socialiste aussi, ça va mal se terminer après le 23 avril. Gaël, comment ça va se terminer effectivement ce Parti socialiste? Je le disais tout à l'heure dans l'introduction, c'est que vous avez qui se considèrent des purs, Hamon, le socialisme pur, celui qui dans le fond a pas vraiment envie de gouverner, mais plutôt de rêver, et puis celui des réformistes qui a été dégagé, quoi. De toute façon, quel qu'a été le candidat à la place de Benoît Hamon, le résultat aurait été pareil. Montebourg aurait été une version autre, Valls une version autoritaire et un peu nationaliste. Cette fois-ci, on a un candidat qui est probablement le dernier candidat du Parti socialiste à une élection présidentielle. Vous avez la décomposition des deux grandes familles politiques qui ont dominé la Ve République et la fin d'un système partisan. Dans la fin de ce système partisan, vous avez le Parti socialiste qui fonctionne comme une église. Il faut connaître le Parti socialiste, c'est une église, la section est une paroisse, et seule l'église a le charisme de vérité. Donc le monde extérieur n'existe pas. Le monde extérieur n'existe pas. C'est Solferino, c'est une entité... c'est une bulle. C'est le Vatican. C'est une église. Et là-dedans, vous avez une aile gauche qui sont un peu... qui sont ceux qui ont vu Léon Blum, enfin non, même plus Léon Blum, parce qu'ils n'ont plus cette culture-là. Non, ils n'ont pas. Ils n'ont plus cette culture du tout, il n'y a plus de culture politique au sein du Parti socialiste. Ils sont en rupture avec Léon Blum, justement. Et donc, là, vous arrivez au stade ultime, c'est un peu comme la RDA avec Egon Krenz, plaisantons-nous avec Bruno tout à l'heure, mais ils vont mettre la clé sous la porte. Ouais. Pas parce qu'ils ont de mauvaises idées, parce que vous avez plein d'idées dans la campagne Hamon qui sont tout à fait novatrices. Ou se corbiniser, comme en Grande-Bretagne. Mais Corbyn n'a pas que des défauts. Mais... D'accord. Non, mais là, vous avez la liquidation. Corbyn, qui est le symbole du suicide du travaillisme, est aussi quelqu'un qui a une surface historique contestable, notamment sur les questions israélo-palestiniennes, très contestable. Mais qui a quand même une épaisseur historique que n'a absolument pas Benoît Hamon. Je veux dire, il a fait un petit tour au ministère de l'Éducation, qui est quand même le plus beau des ministères, pour ne se préoccuper que ces petites manœuvres d'appareil. C'est en ça que c'est la fin. Vous avez deux manières de considérer l'action à gauche au sein du Parti socialiste. La première, c'est de considérer qu'on est une aile gauche, mais à ce moment-là, on est condamné à l'impuissance. On voit très bien que les amis de Benoît Hamon ne parviennent pas à être autre chose qu'une aile gauche. Ils se comportent toujours comme s'ils étaient dans l'opposition, au fond, à leur parti. Ils n'ont pas tort, parce que c'est des batailles de tranchées permanentes. Ils n'arrivent pas à être, c'est l'autre solution, sur un même programme, l'axe stratégique, l'axe du Parti socialiste. Ils sont enfermés dans... C'est vieux comme 1971 Épinay. Voilà. Oui, avant Mitterrand. Et donc sauf que Mitterrand construit cet axe.
Il organise la vie du parti autour pendant 10 ans. Oui, c'est ça. Voilà, enfin, en même temps, il est victime aujourd'hui. Nous sommes la différence entre Le Pen et le CRS. Des raisons qui l'ont fait gagner. Je veux dire, il a fait une campagne à gauche, ça lui a permis d'emporter, de gagner la primaire. Et ensuite, parce que au fond, il est pris en tenaille maintenant entre un électorat très à gauche qui hésite un peu entre Mélenchon, Hamon, et de l'autre, des ministres hollandais qui lui demandent, pour donner des signes d'ouverture, pour mieux rassembler, au fond, qu'est-ce qu'il lui demande ? De se renier, en fait. Oui. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Hamon était le chef de file des frondeurs, qui veut Cazeneuve lui a demandé de faire le panégyrique du bilan de Hollande. Il y avait un film célèbre de Philippe Labro, qui s'appelait L'Alpagueur, où il était question d'alpaguer l'alpagueur. Moi, je dirais à propos de Benoît Hamon, il faut censurer le censeur. Voilà. Il était quand même celui qui voulait censurer son propre gouvernement. Sûr. Je le dis à l'adresse de Gaël. Gaël a sûrement noté que la gauche italienne prend exactement le même chemin suicidaire que le Parti socialiste français, que les partis travaillistes. Il y a quand même un problème général de la gauche en Europe qui était assez terrifiant. Il y a une crise de la social-démocratie, mais il y a des expériences au sein de la social-démocratie qui sont plutôt novatrices. Il y a une crise qui arrive partout, effectivement, en Italie. On voit bien aussi la crise au sein du PSOE en Espagne. C'est tout à fait vrai. Et que le Portugal, qui est encore avec une Le Portugal, il y a une expérience très intéressante parce que Antonio Costa a réussi en fait à gouverner avec un programme contraint par les règles de l'Union européenne, mais en même temps plutôt volontariste, en lien avec ce qu'on appelle le bloc de gauche, qui est un peu le Podemos local. Et ils arrivent à avancer jusqu'ici, malgré les contraintes qui pèsent sur la Commission, parce que de temps en temps, il y a c'est assez tendu entre eux. Simplement, Martin Schulz avait beaucoup œuvré en fait, à essayer de desserrer les taux au Portugal, qui a le seul gouvernement d'union de la gauche d'Europe. Et là, effectivement, il se passe des choses au PSP qui sont assez intéressantes. Oui, mais la France, c'est différent. Oui. On voit bien ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'effectivement, si Emmanuel Macron avale, avec leur complicité enthousiaste, un certain nombre de socialistes, il freine un peu les arrivées, comme Gaël vient de le dire, d'ailleurs, va mettre en partie la clé sous la porte. À Solferino, il n'y aura plus que la secte de Benoît Hamon et de ses... Comment est-ce qu'il fait de l'immigration choisie avec les Je pense qu'il y aura, oui, à mon avis, il y aura, selon toute vraisemblance, ce sera ça. On va trier au cas par cas le bon grain de l'ivraie socialiste. Mais toi, tu restes au PS. On verra. On verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... commencer en marche par le sectarisme, quand même, Bruno. Non, mais j'ai pas dit ça non plus. Je n'ai pas l'information, donc je ne peux pas vous la donner. Je sais qu'ils sont d'une extrême prudence par rapport à tous les ralliements. Mais le Parti socialiste est en crise. D'autres se donnent les moyens de sortir de leur crise. Mais ce n'est pas en étant repliés sur un programme de gauche, en podémisation, en corbinisation, ou tout ce que vous voulez, que vous allez sortir le Parti socialiste de la crise. Il y a des partis politiques qui meurent. Le Parti radical, qui avait dominé 70 ans la vie politique française, il est mort en 1958. Et il n'existe plus que sous forme de moignon. Et c'est ça, effectivement, qui menace aujourd'hui le Parti socialiste. Merci. Donc, on fait terminer sur cette phrase funeste de Bruno sur le Parti socialiste et de Gaël d'ailleurs. Merci à tous, merci Carole, merci Gaël. Donc votre papier à lire dans slate.fr et puis Bruno Roger Petit, donc le pire d'entre eux aux éditions Stock. Approuvé par Jean-Marie Colombani. Après, ah oui, alors attention. C'est-à-dire c'est François Fillon, il faut le dire, le pire d'entre eux aux yeux de Bruno, c'est François Fillon. Mais bon. Oui, voilà, aux yeux. Merci à tous, merci Jean-Marie. Merci Roselyne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très vite. Merci. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle. Cette semaine, le Paris des Arts pose ses caméras à Lille. Nous sommes en compagnie du chanteur HK, originaire de la région. Nous irons faire un tour au musée d'histoire naturelle de la ville. Et puis, à la fin de l'émission, une rencontre avec Hicham qui a réalisé les pochettes de tous ses albums. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur France24.com.